bonsoir, évidemment, bonjour pour ceux qui vont suivre la rediffusion de ce programme Perspective. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir une fois de plus, et ce après près de 2 ans, le professeur Faustin Luanga. Il est économiste, professeur des universités, ancien conseiller économique et financier du président de la République, Joseph Kabila, et ce en 2001. Il a été administrateur principal en charge des questions économiques et d'analyse au sein de l'Organisation mondiale du commerce dans le département de recherche. Il a été également, à un moment donné, chargé de la question Afrique, toujours au sein de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. C'était de 2006 à 2013. Aujourd'hui, il est en charge de l'Asie et Pacifique, et ce depuis 2014. Soit dit en passant, le professeur Faustin Luanga a été parmi les acteurs qui ont pris une part active aux travaux de concertation nationale il y a environ près de 2 ans. Vous vous rappelez, je l'avais reçu pendant que les travaux de concertation nationale étaient en cours. On a fait une émission qui, sans fausse modestie, a fait tache d'huile. Aujourd'hui, je disais que je suis heureux de le recevoir parce qu'il est encore de passage ici à Kinshasa et il va nous dire ce qu'il est venu faire maintenant. Professeur, bonjour, bonsoir et soyez le bienvenu sur ce plateau de Perspective. Bonjour ou bonsoir, cher Lick. C'est toujours plaisir de revenir et de discuter avec vous au Congo Web. Bien. Pour moi, c'est l'honneur d'être reçu par vous. Pour nous, c'est un grand plaisir, mais également, nous nous sentons honorés par votre disponibilité à toujours répondre de manière prompte à notre invitation. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Parce qu'après les concertations, vous avez été porté disparu. Tout naturellement, vous êtes allé en Suisse, en Genève, où vous travaillez, comme je le dis, ici, dans les cadres de l'Organisation mondiale du commerce. Bon, comme vous le dites très bien, je suis réparti à Genève, où je suis haut fonctionnaire de l'OMC depuis 20 ans bientôt, intercalé par les courts passages quand j'étais conseiller du chef de l'État sur des questions économiques. Votre question, qu'est-ce que je suis venu faire? D'abord, c'est mon pays, le Congo. Maintenant. Je suis revenu pour un exercice de transparence que nous faisons à tous nos pays membres. L'examen des politiques commerciales de la République démocratique du Congo, c'est le 2e examen des politiques commerciales. Et comme vous le savez, l'Organisation mondiale du commerce, c'est un cadre réglementaire où toutes les lois exerçant le commerce international sont régies. Le Congo étant membre de la RDC étant membre de l'OMC, on m'a chargé de venir passer à revue tous les cadres réglementaires des pratiques, des lois et des pratiques des affaires en RDC. En 2010, vous avez écrit cet ouvrage « Examen des politiques commerciales », mais aujourd'hui, que je sache, vous n'êtes plus en charge de la zone Afrique, vous êtes, je le dis, en charge de la zone Asie et Pacifique. Pourquoi vous venez en RDC? Parce que vous en êtes ressortissant, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, c'est l'expertise qui est recherchée, je crois. Au sein de l'OMC, je maîtrise bien, pas seulement l'Afrique, je crois que je maîtrise bien les dossiers Congo. Et mes chefs, du moins les dirigeants de l'organisation, ont pensé que j'ai disposé de ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est que pour moi, décrire l'économie du Congo, discuter sur le Congo, et c'était très facile par rapport à des collègues qui viennent à peine de prendre le département Afrique. Après 2 ans, pour avoir séjourné ici, vous rentrez, quand vous visitez les pays, qu'est-ce qui vous interpelle? Bon, avouons qu'il y a des buildings qui émergent, ça ressent la jouvence un peu de la ville, mais ça c'est les côtés jardins, de l'autre côté, des côtés courts, on observe encore les classiques de la pauvreté rampante. J'ai été dans les bureaux, j'ai été au marché. Au marché, on retrouve toujours, par exemple, la vente à la criée, où les gens achètent des choses à la pièce.
des sardines ou bien des paquets de tomates à la pièce. Bon, l'économie congolaise est en Ou des réforme. boîtes de tomates carrément coupées en 2, en 3, ainsi de suite. Bon, on retrouve les boîtes de tomates qui sont vendues à la cuillère, le riz vendu dans des gobelets, la farine, la même chose. Les taxis se prennent toujours en groupe, malgré qu'il y a quand même de bus de transport. Le gouvernement fait un effort, mais l'effort n'est pas encore ressenti par toute la population. Ces réformes doivent continuer. Depuis qu'on avait écrit le premier rapport en 2010, et je viens de voir, dans le cadre de mon travail, 80 institutions et une vingtaine de personnalités. On a eu à peu près 80 réunions dans l'espace de 5 jours. C'est beaucoup. Ça nous a permis de discuter avec les autorités et de nous faire une idée de qu'est-ce qui a été fait, quelle réforme a été faite et quelles sont les perspectives. Au cours de l'émission, je crois, nous allons élaborer un peu. Absolument. Mais lorsque vous trouvez qu'il y a de ventes à la criée, de boîtes de tomates qu'on divise par 2, par 4 pour être vendues, ça vous donne quelle impression, quelle idée, quel type de santé de l'économie nationale? Vous savez, la santé de l'économie nationale, ce n'est pas seulement la croissance. C'est les vécus quotidiens, c'est les paniers de la ménagère, parce que c'est les vécus de chaque jour. Quand vous allez au marché, les gens n'achètent pas en gros, comme un sac de riz, comme un sac de farine, comme un sac de sucre, comme un sac de ciment, mais les gens achètent des gobelets de riz, des gobelets de farine, n'achètent pas de carton, de pio, de chinchard, mais achètent des pièces. Les taxis, ça se prend individuellement. Ça prouve que les gens n'ont pas suffisamment de moyens, ils sont tellement pauvres, et les opérateurs économiques essayent d'adapter l'offre de biens et services aux capacités réduites des Quinois. Bon, je parle de Kinshasa, à l'intérieur, ça doit être aussi pire. Alors, ça veut dire pour vous que la santé de l'économie congolaise n'est pas bonne, donc l'économie congolaise continue d'être malade. Pour l'économie congolaise continue à croître, mais pas suffisamment pour faire sortir les gens de la pauvreté. Mais le gouvernement affirme justement le contraire. Pour le gouvernement, on a maîtrisé les cadres macroéconomiques et que aujourd'hui, l'économie de la République démocratique du Congo se porte beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 5, 10, 15 ans. Certainement, oui, l'économie de la République démocratique du Congo se porte bien. On sortait de la période de la guerre. Elle se porte bien par rapport à 15 ans, mais du point de vue de la croissance, l'économie s'est un peu agrandie, Luc. Mais nous venions de très loin. La base économique du Congo, on est parti d'un budget de moins d'1 milliard. On est aujourd'hui à 8 milliards, mais ça ne croît pas suffisamment. La croissance de 8% ne profite pas et n'est pas inclusive. Elle n'est pas inclusive parce qu'elle est orientée dans des secteurs d'exportation, dont surtout le secteur minier, qui ne profite pas à la masse, qui n'emploie pas beaucoup, qui ne profite pas à la masse. Alors, ça pose un problème de modèle économique. Il faut développer les autres secteurs. L'économie congolaise n'est pas intégrée. Ça veut dire quoi? Nous ne partons pas de différents secteurs, ne produisent pas pour les uns et les autres. C'est-à-dire quoi, plus précisément? Plus précisément, par exemple, le secteur agricole devait produire des choses qui pouvaient être transformées par l'industrie locale, le riz, et distribué et transformé dans le domaine des services vendus. Ici, non, chaque secteur travaille comme pour soi-même en quelque sorte. Nous avons les mines qui sont produites de la RDC, mais transformées nulle part en RDC. C'est parti. Et nous pouvons produire l'agriculture, des manioc ou bien du maïs vendu en Zambie. C'est parti. Et nous avons des secteurs de services produits. C'est que c'est parsemé, ce n'est pas intégré. Vous parlez de l'agriculture et effectivement, quand vous partiez, j'ose croire que le centre agro-industriel de Bukangalozo n'existait pas, mais aujourd'hui, le gouvernement dit avoir fait des pas décisifs en mettant sur pied Bukangalozo et qui a déjà donné sa première production. Est-ce que cela n'a pas contribué un tant soit peu à l'amélioration, j'allais dire, substantielle de l'économie nationale et même du pouvoir
d'achat du Congolais? Vous savez, les grands problèmes au Congo, c'est quoi? Nous avons plusieurs projets qui ne sont pas interconnectés. Il n'y a pas un plan cohérent de l'ensemble. Ça, c'est la grande critique que moi, j'ai toujours eu à faire pour l'économie congolaise. Vous parlez de l'agriculture et vous parlez d'un projet, Bokangaloz. Mais il faut avoir une vision globale de l'agriculture. Quel est l'objectif poursuivi dans le secteur agricole? Est-ce que c'est la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire? Les deux sont différents et utilisent des sécurités alimentaires que le peuple congolais ne meurt pas de faim. Vous n'avez pas besoin de tout produire chez vous. Vous pouvez importer et vous devez réduire dans ce cas les droits des douanes pour permettre aux gens d'avoir l'accès à l'eau. L'autosuffisance, c'est la production locale. Ça signifie que vous voulez produire pour le pays, tels que les projets des Bokangaloz, qui n'est pas intégré. Parce que, parlons par exemple les instruments. Où est-ce que plus précisément, professeur, vous allez continuer avec les instruments, où est-ce que ce projet-là pêche-t-il? Parce que nous avons entendu un autre point de vue, celui de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui disait que Bukangalonzo est venu tuer la houe de la femme rurale et que ce projet-là n'est pas venu pour justement élever le niveau de vie des ruraux, ainsi de suite. Et pour vous, où est-ce que ce projet-là pêche-t-il? Vous savez, le système agraire, le système agricole congolais, c'est fait par des petites fermes. C'est dans la majeure partie pour l'autosuffisance alimentaire, des gens produisaient pour eux-mêmes. Bon, nous avons aussi de l'autre côté, c'est une technologie dichotomique. Nous avons des petites fermes et on doit avoir des grandes fermes pour produire. Le projet Bokangaloz est installé dans le contexte des grandes fermes. Ces grandes fermes doivent avoir des effets d'entraînement. Par exemple, la production de Kinshasa et la production de Bokangaloz doit être vendue dans les marchés quinois ou bien doit être entraînée par d'autres secteurs. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? La loi agricole, qui organise les codes d'agriculture, la loi agricole, qui organise le secteur agricole, n'avait pas prévu ou bien a prévu un cadre réglementaire qui est certes incitatif, mais avec des incohérences. Vous trouvez par exemple dans ce code agricole certains articles qui conditionnent l'investissement étranger sollicité à la composition d'entreprise avec un Congolais. C'est un objectif noble, mais là où ça pêche, on dit que les Congolais doivent être majoritaires dans les partenariats. Si moi je suis un étranger, pourquoi je donnerais l'argent? S'il y a des Congolais suffisamment riches dans l'agriculture, tant mieux. Mais si moi je dois amener mon argent et que je dois, coûte que coûte, m'associer à un Congolais qui doit devenir majoritaire dans mon entreprise, il y a un problème. Voilà pourquoi des grands investisseurs n'arrivent pas. Et Bokangaloz a été une exception parce que le Premier ministre, le gouvernement a dû prendre un décret exceptionnel en janvier, je crois, pour permettre aux sociétés de Bokangaloz de s'installer. Mais il faut changer la loi si elle est mauvaise. La loi, c'est un instrument économique qui a des incohérences. Parce que sinon, même Bokangaloz n'allait pas être installé. Quel est l'élément spécifique que cette loi a apporté qu'il n'y avait pas dans les dispositions légales antérieures? Bon, il y a d'abord la réglementation. Il faut qu'il y ait une réforme agraire qui n'est pas mise en place. La parcellisation des champs agricoles, les étendues agricoles. Nous ne pratiquons pas ici les systèmes de grandes fermes. Il y a des fermes qui devaient être transformées, les concessions qui devaient être transformées. Ce n'était pas dans l'ancien. C'est bien si vous voulez passer d'une petite industrie à une grande industrie, mais il faut poser des conditions d'accès à la terre qui devaient être facilitées. Vous avez aussi dans le nouveau code des choses qui n'étaient pas dans l'ancien, qui étaient très simples, des concessions amphithéotiques qui demeurent, mais où on exige par exemple actuellement, si vous avez une ferme et que vous avez de l'eau dans votre ferme, tout à fait. Vous devez payer l'eau pour arroser votre ferme. C'est des mesures incohérentes. Ça décourage, pensez-vous, le progrès agricole? Oui, bien sûr, ça décourage. Peut-être voilà pourquoi le premier Muzito a dit que ça tue un peu les petits fermiers congolais. Vous lui apportez la forte concurrence juste au bout de coin, sans savoir
Quelle est la politique actuelle pour la petite ferme? Je ne la connais pas. Il y a environ 2 mois, 3 mois, si ma mémoire est fidèle, on a vu la première récolte ou les premières récoltes de Bukangalonzo. Et le gouvernement en a fait vraiment un marketing avec, comme on dit, tambour battant. Mais le Congolais moyen se demande où est partie la production de Bukangalonzo. Le citoyen commun, certains observateurs pensent que la production de Bukangalonzo a été achetée par les sociétés brassicoles, etc., etc. Mais ma foi, est-ce que c'est une mauvaise chose si ces sociétés-là doivent acheter la production de Bukangalonzo? Théoriquement, non, mais ça répond aussi à la philosophie qui est recherchée. Si c'est pour l'autosuffisance alimentaire, c'est qu'il fallait produire la nourriture. Si c'est pour intégrer la ferme Bukangalonzo pour produire les matières premières pour l'industrie, alors dans ces cas, ça ne résout pas les problèmes de la faim. Ça résout les problèmes des intrants, les problèmes des matières premières pour l'industrie. Bon, ça dépend aussi des objectifs. C'est une bonne chose d'avoir des grandes fermes, des natures de Bukangalonzo, des fermes modernes, mais c'est une unité de production. Kinshasa a plus de 10 millions, il ne faut pas s'attendre à quelques hectares de plantations ou bien de la ferme peut desservir les Kinshasa. Il faut plusieurs Bukangalonzo autour. Il faut encourager le gouvernement à le faire. Pour ça, il faut quand même modifier la loi agricole pour permettre à beaucoup d'investisseurs étrangers de venir. En quel sujet, plus précisément, faudrait-il modifier la loi agricole? Qu'est-ce qu'il faut changer? Là, je vous cite seulement un article qui est suicidaire, l'article qui conditionne l'investissement étranger à l'expropriation de la majorité de parts. Ça veut dire quoi? Moi, là, je suis congolais. Je n'ai pas d'argent pour investir. Je dois m'associer à un étranger, mais l'étranger doit être minorité dans ma société. Et ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça. Alors, le gouvernement ne cesse de le redire qu'il a maîtrisé les cadres macroéconomiques et tout récemment, le Premier ministre a dit même avoir absorbé le chômage chez nous en République démocratique du Congo et il a créé près de 300 000 emplois. C'est un exploit qu'aucun gouvernement n'a réalisé, je puis dire, depuis la Deuxième République. Bon, ça reste à voir. Vous savez, nous avons des sérieux problèmes au Congo sur les statistiques. On peut dire aux chiffres n'importe quoi. On peut spéculer sur ces chiffres. J'ai lu que le chômage actuellement est de 40%. Tout à fait. Bon, le chômage est calculé à partir de la population active. Ça veut dire quoi 40%? Ça veut dire 60% de la population active travaille, a de l'emploi. En d'autres termes, si nous sommes aujourd'hui 75 millions, admettons qu'il y a 50 millions qui ont la force de travailler, des jeunes de 20 à 70 ans avant la retraite, à peu près 50 millions. Encore qu'il faut prendre l'âge de la maturité, à 18 ans. Voilà. Alors, si vous prenez 50 millions, 60 millions, 60% des 50 millions, ça fait à peu près 30 millions de Congolais ont l'emploi. Et vous n'y croyez pas? Bon, ça ne se voit pas. Prenons Kinshasa, avec 10 millions, ça veut dire à Kinshasa à peu près, théoriquement, si vous prenez 8 millions comme la population active de Kinshasa, 60%, à peu près 5 millions de Quinois ont l'emploi. Non, c'est faux. On ne trouve pas ça palpable. Sur le plan palpable, on ne retrouve pas ce chiffre. C'est que on peut mélanger. Moi, je crois que le gouvernement a fait du mélange dans ces chiffres où on a pris tout le monde qui est au village, qui fait son champ, comme quelqu'un qui travaille. Non. Nous avons de sérieux problèmes de chiffres ici. Pour parler des taux de chômage, il faut que tout le monde s'identifie. L'agence de l'emploi qui vient d'être créée n'a pas même des statistiques. Elle a un site web où il n'y a pas de statistiques d'emploi. Ça vient d'où ça? Ce sont des estimations d'enquête sur les documents des stratégies de réduction de pauvreté. Ce sont des estimations. On n'a pas ces chiffres-là. Mais pourquoi vous refusez au gouvernement de prendre en compte ce qu'on peut appeler
ceux qui ont fait de l'auto-emploi ou des indépendants, puisque c'est des gens qui travaillent au sein de la République et qui réduisent un tant soit peu, comme le dit d'ailleurs si bien le gouvernement, le taux de chômage, c'est-à-dire des gens sans emploi. À ce rythme-là, tout Congolais alors travaille, qui fait l'article 15. Alors il n'y a pas de chômage au Congo. Hein? Si on doit raisonner comme ça, il n'y a plus de chômeurs au Congo. Parce que tout Congolais est débrouillard, il applique les codes article 15, alors il n'y a plus de chômeurs au Congo, bravo. Non, il y a ce qu'on appelle les secteurs organisés et les secteurs informels. Il y a des manières, il y a des définitions strictes quand on parle du chômage. C'est la population active, recherchant activement et l'emploi, c'est-à-dire qui peut travailler. Il y a des secteurs caractérisés d'emploi, il y a les emplois temporaires, il y a des emplois durables et tout ça. Et toutes ces statistiques n'existent pas au Congo. Comment on peut parler de ça? Mais vous êtes quand même d'accord avec le gouvernement lorsqu'il dit qu'il a maîtrisé le cadre macroéconomique, qu'il y a même un matelas de devises en réserve qui s'évalue aujourd'hui autour de 1,300 milliards de dollars. Vous savez, on apprécie la capacité de résister d'une économie en fonction de ses réserves. Oui, l'économie congolaise a quelques réserves, mais c'est des réserves qui ne dépassent pas 2 mois de survie. Ça veut dire quoi? Si on est coupé ou bien il y a des chocs externes, nous pouvons survivre un maximum de 2 mois d'importation. Nous pouvons survivre avec 2 mois. C'est bien, mais il faut que ça augmente. Il y a des pays qui en ont des réserves à revendre. C'est que, comme je l'ai dit, nous donnons crédit au gouvernement pour l'effort qu'il est en train de faire. Le cadre macroéconomique, lors de la dernière émission, je vous avais dit, il est maîtrisé quand on parle de l'inflation qui est réduite, quand on maîtrise les dépenses, et puis quand il y a stabilité dans les secteurs financiers. Si nous analysons ces cadres macroéconomiques, il faut les comparer maintenant aux objectifs. Vous avez l'inflation qui doit être opposée au taux de chômage. Le taux de chômage étant très élevé, baisser l'inflation est nuisible à la création des emplois. Nous avons l'accumulation des réserves qui est le produit ici des blocages par l'ajustement des dépenses. D'un côté, et l'ajustement des dépenses nécessaire au financement de l'investissement. Ça permet au gouvernement de dégager. Alors, nous avons le problème d'endettement qui est baissé, le Congo, pour le moment. Nous avons l'argent qui est bloqué, la politique monétaire restrictive, ça nous permet de réduire l'inflation, mais ça pose un sérieux problème de financement du développement. Le pays n'a pas suffisamment, ne dégage pas suffisamment de marge pour financer le développement, parce que quand vous regardez l'étroitesse de la base productive du Congo, qui est la base fiscale, ça fait peu d'argent pour financer les grands besoins en développement du Congo. Alors, là-dessus, l'ancien Premier ministre Muzito dit que nous sommes passés d'un pays très endetté à un pays sous-endetté. Il situe le PIB à hauteur de 13%. Et Muzito pense que cela fait du mal au pays. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Oui, il a en quelque sorte raison. Le Congo, pour le moment, est en rupture avec ses bailleurs. Mais le gouvernement ne le dit pas. Nous sommes en rupture avec les FMI qui nous donnaient des appuis budgétaires. Les pays continuent à être régis comme si on était en récession, on était en austérité, avec une politique monétaire très restrictive. Nous venons de quitter en 2010, avec les PPT, le point d'achèvement, l'annulation de la grande partie de la dette. C'est qu'on n'a plus le poids de la dette. On devait utiliser maintenant cette possibilité, cette facilité pour financer le développement. Alors il faut créer un déficit de financement et chercher l'argent. Or, on continue à gérer actuellement le pays avec sur base caisse, une caisse qui est petite par rapport à nos besoins. Ça ne peut pas financer. D'un côté, Muzito a raison quand il dit les problèmes de l'endettement. Quand vous liez à ça au problème que nos banques n'accompagnent pas le développement, le secteur productif du pays, et que la dette intérieure n'est toujours pas payée, ça pose un problème de financement et de capacité de financement du pays sur de grands projets.
Quand vous regardez, ils sont allés réceptionner les trains. C'est financé par qui? Par la Banque mondiale. Hein. Tous les grands projets, l'aéroport qui a été construit, l'aérogare qui a été construit, c'est financé comme 80% par la Banque africaine de développement. Ça signifie que nous ne dégageons pas de marge de financement. Il serait intéressant de regarder la part des financements d'investissement public dans le budget de l'État. Quand vous regardez la grande partie des financements des budgets de l'État, quand vous l'analysez, la grande partie, ce sont les dépenses de consommation, la gestion courante. Et tout ce qui est investissement nous vient de l'étranger, qui est une petite base. Nous devons, le gouvernement se doit de chercher l'argent pour financer les développements de ce pays. Oui, cette thèse de la recherche de l'argent par le gouvernement, vous l'avez même soutenue lors de l'émission que nous avons passée. Mais quand Muzito dit que l'État congolais est sans budget, et il dit que, en parlant du budget de l'État, qui manque depuis 2012, jusqu'à ces jours d'ailleurs, il fait la différence entre le budget de l'État et celui du pouvoir central. Beaucoup de gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Est-ce que, économiquement, cette théorie tient la route? Bon, nous avons d'abord la décentralisation est en train d'être mise en place dans notre pays. Les moyens alloués aux unités décentralisées demeurent maigres parce que la rétrocession des 40% n'est pas accordée. En d'autres termes, ce secteur souffre des budgets, n'obtiennent pas les moyens conséquents de travailler. Au niveau central, nous avons des budgets qui sont votés, dont presque 30% dépend de l'extérieur, d'apports d'extérieur. Le budget actuel, par exemple, il est à 6 milliards fonds propres et autour de 3 milliards de ressources extérieures. C'est que plus de la moitié, un tiers du budget doit provenir de l'extérieur. Le 30% plus ou moins. C'est vulnérable. C'est vulnérable. Ça veut dire seulement que notre base est très petite par rapport à nos besoins. C'est ça quand Muzito dit on n'a pas de budget. C'est un peu ça. Il faut avoir l'ambition dans ce gouvernement. On veut faire de la révolution de la modernité, on veut aller à l'émergence, mais on ne se donne pas trop de moyens. Vous touchez à un problème capital. Aujourd'hui, il y a certains acteurs politiques, certains analystes économiques qui pensent que parler du Congo émergent à l'horizon 2030 relève de la folie. Ils disent comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas réaliste avec l'élan que prend notre économie, maîtrise du cadre macroéconomique, initiation des activités productrices? Est-ce qu'on ne peut pas, selon vous, atteindre à l'horizon 2030 l'émergence de la République démocratique du Congo? C'est possible, mais il faut faire les choses un peu autrement. Comment? D'abord, quel est le programme global jusqu'à 2030 qui va nous amener à l'émergence? Quel est ce plan? Il n'existe pas. Quand je parle, nous avons des projets, nous avons des programmes. Ce ne sont pas des programmes qui transforment les pays. Ça doit être un plan cohérent de beaucoup de secteurs. De nos jours, par exemple, vous savez, on parle de chaîne de valeur, chaîne globale de valeur. Dans les temps, chaque pays produisait dans son État-nation, vendait, exportait. Aujourd'hui, on se spécialise dans les tâches. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Par exemple, au Congo, on peut se dire, nous allons développer l'industrie des pneus de voitures qu'on va vendre à travers le monde. Même, qu'est-ce que nous spécialisons à quoi? Quelle est la politique industrielle actuelle où on se spécialise pour occuper au moins une grande fonctionnalité dans le monde? Quelle est la spécificité du Congo? Qu'est-ce que le Congo peut se prévaloir que nous sommes champions du monde? Nous avons le cobalt. Mais c'est notre source. Nous contrôlons 80% des réserves de cobalt. Quelle est la cuivre? Le cuivre, la même chose. Les coltans que tout le monde manganèse, utilise. ainsi de suite. Quelle est la politique gouvernementale sur les coltans, les cuivres et le cobalt? Elle n'existe pas.
Cette politique, elle n'existe pas. Alors, on va arriver à l'émergence de quelle manière? Quand on ne crée pas des visions, des captations des chaînes de valeur ou bien des créations de valeurs ajoutées. On doit voir que l'industrie congolaise est en train de naître. Elle n'est pas là, elle est inexistante. Où se trouve l'industrie congolaise? Vous serez incapable de me le dire. Nous avons des brasseries. On va créer l'émergence avec des brasseries. Où est l'industrie congolaise? Même les cafés, on ne les transforme pas. Même les riz, on ne les transforme pas. Je peux aller. Les bananes, on ne les transforme pas. Hein? La Chikwang. Attendez, bon, professeur. Alors, oui, allez-y. Allez quand certaines personnes parlent de cela, on se permet de douter. Il faut avoir une vision d'abord globale en disant, par exemple, les grandes industries. Le Congo va se spécialiser à 5 grands produits. Et on met des moyens, on crée des facilités, on doit investir dans l'éducation, préparer. Les systèmes de l'éducation doivent préparer des ingénieurs pour accompagner la création des usines ou bien le fonctionnement des usines et l'emploi. L'université doit être orientée, l'éducation doit être orientée pour cette émergence en 2030. On ne voit pas ça. Bref, ça devient un slogan. C'est un slogan que... À peu près. Bah attends, l'autre force de Matata, quand même, là, j'aimerais que vous puissiez vous prononcer avec objectivité, c'est l'instauration de la TVA, taxe pour la valeur ajoutée. Est-ce que, ne fût-ce que par cette initiative, n'est-ce pas un pan pour aller vers, j'allais dire, l'émergence? Vous savez, l'émergence ne viendra pas de la taxation. Bien sûr, la taxation, c'est un côté. Bon, la taxation, c'est un instrument qui nous permet d'avoir de l'argent pour réaliser les objectifs de l'État. Que ce soit la TVA, que ce soit les autres formes de taxes, appliquées sur une petite base, ça va générer peu. Peu. Ça, c'est un point. Deuxième élément, c'est bien d'instaurer la TVA, qui est un impôt neutre. Pourquoi neutre? Parce que ça se calcule sur des chaînes successives de production et se fait rembourser. Ça peut pousser aux gens qui veulent transformer, sachant qu'il ne va pas payer cette partie des taxes, il lui sera remboursé. Ça, c'est la loi. Maintenant, c'est la pratique aussi qui a un problème. La pratique de la TVA est dans son apprentissage, ça fait 4 ans, il a été installé à 2011-2012. On doit faire l'évaluation de la pratique de la TVA et doit s'accompagner par les systèmes comptables, doit être amélioré dans les entreprises pour augmenter la traçabilité. Or, la traçabilité comptable au Congo continue à poser un problème. À peu près 25% des Congolais sont dans le secteur informel. Il n'y a aucune comptabilité. Comment ils vont établir facilement les repères de TVA là chez eux? Et ça pose un problème. Le gouvernement continue à faire d'efforts d'améliorer les systèmes de collecte de TVA. Alors, vous pensez que le gouvernement doit y renoncer ou est-ce qu'il doit modifier ou rectifier, si vous voulez, certains domaines, certains secteurs, certaines pratiques? Mais quels seraient ces domaines? Quelles seraient ces pratiques? Ça pose un problème de taux unique. Parce que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même façon. Les taux uniques de 16%, il fallait aller par palier. Les secteurs productifs, là où on doit beaucoup investir et qui ont une longue durée, parce que la TVA, c'est une taxe de production en quelque sorte. Il faut produire et se faire rembourser. Si vous investissez et vous savez que dans 3 ans ou 4 ans seulement, vous prenez le cas du café, il faut attendre 3 ans pour avoir les premières cueillettes. Alors, tout ce que vous êtes en train d'investir, vous payez la TVA, parce que vous ne transformez rien, vous aurez des difficultés à vous faire rembourser. Alors, ça engloutit beaucoup. Il fallait aller palier par palier. Les secteurs productifs se verraient ainsi appliquer, par exemple, une TVA faible. Les secteurs intermédiaires, une TVA un peu élevée. Et les secteurs des services ou d'autres domaines, une TVA un peu élevée. Même en Europe, on le fait. Les secteurs touristiques, par exemple, qui est un secteur d'exportation, devaient bénéficier de l'exonération, par exemple, des TVA, pour permettre aux touristes
de venir consommer et de nous apporter des devises. Bon, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, il y a des petites corrections à faire et j'espère le gouvernement s'en mettra pour corriger un peu ça quand le gouvernement fera l'évaluation des mesures de TVA. Mais il y a un autre domaine où, selon le gouvernement, l'on constate une certaine amélioration, c'est le climat des affaires. Bon, le climat des affaires, bon, on doit avouer qu'il évolue un peu. Il évolue. Positivement. Positivement, il évolue. Bon, on a quitté 182, on est, je crois, à 175, ça fait 7 points de gagné. Mais les 3 dernières années, ça ne bouge plus. Bon, qu'est-ce qui pose problème? Ce n'est pas les textes. Les textes, félicitons les gouvernements, ils ont écrit beaucoup de textes. Réécrit, on a adhéré à l'OHADA, l'harmonisation des affaires, mais c'est la pratique qui pose problème. Vous savez, vous pouvez dire, il vous faut le remboursement de la TVA 15 jours. Mais on vous la rembourse la TVA 45 jours. Donc 15 fois 3. 15 fois 3. Pour les petites entreprises ou les entreprises fiables. Pour les entreprises à risque, on dit c'est 30, 60 jours. Mais on vous les rembourse 120 jours, 3 mois après. Si vous êtes une petite entreprise, vous attendez cette manne de 16% de remboursement, mais vous tombez en faillite. Oui, mais le gouvernement a publié il y a 2-3 mois sa revue économique et politique où le gouvernement dit qu'il y a une certaine vulnérabilité de l'économie et le gouvernement prône la résilience pour justement faire face à ce qui pourrait être considéré comme le choc qu'allait subir notre économie. Est-ce que le gouvernement n'a pas bien vu les choses? Est-ce que cette résilience face à la vulnérabilité économique n'est pas la stratégie qu'il faut pour résister? Bon, il y a plusieurs choses que vous positionnez. D'abord, la publication des revues par un gouvernement. Bon, le gouvernement doit produire des documents pour retracer la gouvernance. Bon. Mais quand le gouvernement commence à être éditeur d'un journal, et il devient jugé parti, le même gouvernement sanctionne qui publie, et surtout, je crois que les journaux... Vous voulez dire qu'il n'y aura plus d'objectivité? Bon, oui, les journaux est hosté et basé à la primature. Nous avons la faculté des sciences économiques, à qui on aurait pu confier, par exemple, ce journal, qui est une bonne chose. Ça, c'est l'aspect tout à fait pédagogique et d'éthique. Maintenant, la résilience. Quand vous parlez de la résilience et de vulnérabilité, qu'est-ce qu'on appelle vulnérabilité en économie? C'est la facilité ou bien la possibilité pour que les agrégats économiques puissent changer quand il y a les chocs. Qu'est-ce qu'on appelle le choc? En économie, nous avons les chocs, par exemple, les matières premières qui augmentent. Il y a les chocs de production. Nous avons, par exemple, un tremblement de terre au Congo. Nous ne vivons pas ça. Au Japon, c'est plus fréquent. Et depuis, bon, ça, ce sont des chocs de l'économie. Et on parle de résilience quand l'économie peut résister. Maintenant, pour le cas du Congo, nous avons plusieurs types de chocs qu'on appelle ici vulnérabilité. Nous avons la vulnérabilité politique, l'instabilité institutionnelle. Nous venons de guerre, il y a la guerre à l'Est. C'est que ça crée un peu un sentiment d'instabilité. Nous avons la vulnérabilité due au système de notre production, exportation, basée sur quelques produits. Une petite base d'exportation, les cuivres, le cobalt, dont les matières premières fluctuent. Nous avons la vulnérabilité due à notre style d'importation du carburant, tous les carburants que nous consommons. Ça, c'est ça. Est-ce que les gouvernements et l'économie congolaise a été résiliente? Peut être résiliente. D'abord, le Congo est peu exposé au choc extérieur, au monde extérieur. Comment ça? Nous commerçons peu avec le monde extérieur. Nous faisons peu de transactions financières avec le monde extérieur. Et voilà pourquoi nous n'avons pas subi les grands chocs financiers de 2008. En quelque sorte, il y a une résilience automatique du Congo qui est protégée. L'économie congolaise est protégée, à part quelques économies. On est exposé peu au monde.
Deuxième chose, est-ce que quand il y a eu des chocs de matières premières, l'économie congolaise a subi les chocs de plein fouet? Oui, il y a eu un peu de décroissance, mais parce que tout était encore réparti à l'exportation, ils ont augmenté. En quelque sorte, ils ont su résister. Mais comment? Est-ce qu'on a une forte capacité de résilience? Non. L'économie congolaise peut être victime, il suffit d'une instabilité politique de longue durée ou bien de 6 mois, et c'est fini. Nous avons nos capacités de réserve. Tu as parlé des réserves extérieures de 2 mois. Et, bon, à peu près moins d'un mois. Bon, moins de 2 mois. Bon, c'est qu'on est vulnérable. On est vulnérable au choc et notre capacité de résilience est très faible. Alors, est-ce que le gouvernement, en cette matière précisément, n'aurait-il pas raison de parler de la résilience par rapport, par exemple, à l'expérience que vient de vivre la Grèce? Bon, vous savez, la Grèce traverse des moments très difficiles. Même la Grèce n'a pas pu résister. Est-ce que leurs difficultés sont supérieures aux nôtres? Oui, les difficultés des Grèce sont supérieures aux nôtres, dans ce sens que le secteur bancaire grec s'est effondré. Mais on ne peut pas comparer les deux économies. Malgré la crise, l'économie grecque demeure plus de 10 fois. L'économie grecque a toujours un PIB de plus de 100 milliards, malgré la crise. Quand nous savons notre PIB est autour de 15 milliards, c'est que l'économie grecque, malgré sa crise, vaut plus de 10 fois l'économie congolaise. Première chose. Deuxième chose, la crise grecque, la Grèce est dans une union monétaire où elle ne maîtrise pas la capacité d'agir par la demande. Parce que pour agir face à des chocs, il faut passer par les mécanismes de dévaluation compétitive. C'est-à-dire vous pouvez dévaluer votre monnaie pour vendre à l'extérieur. Parce que quand vous êtes attaqué par un choc, la demande intérieure baisse. C'est le cas, par exemple, quand les gens sont virés d'entreprise. Et si vous ne faites pas une dévaluation, vous ne savez pas vous adapter. Or, la Grèce ne peut pas le faire pour le moment parce qu'elle est dans une union douanière. Voilà pourquoi, moi, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs économistes des prix Nobel d'économie qui avaient demandé aux Grecs de voter non et de voir comment renégocier bien leur dette qui est insoutenable. Nous, notre dette est soutenable. On est passé de 12-14 milliards à autour de 2 milliards. Les dettes de Grèce, notre dette représente presque 13% de notre PIB. Tout à fait. PIB. La dette de la Grèce est de 180% de PIB et les capacités, l'économie grecque s'est effondrée de 25%. Si vous aviez 100 milliards, ça coûte à peu près 25%, 115, c'est qu'ils ont effondré. Le chômage est à 35% et la capacité fiscale à mobiliser les impôts est complètement réduite. Alors, pour booster l'économie aujourd'hui, je le dis un peu tout à l'heure, l'ancien Premier ministre Mouzito dit il faut que la République démocratique du Congo s'endette. Alors que dans la sphère socio-intellectuelle de la République démocratique du Congo, les gens disent la Banque mondiale, le FMI, la BAD n'ont jamais développé un pays. Il ne faut pas chercher à pousser les pays vers un endettement servile. L'endettement n'est pas mauvais. Les pays s'endettent. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui se sont endettés pour financer des travaux de développement, d'investissement. Vous endettez pour payer les salaires, ça c'est mauvais. Parce qu'il fut un temps où on s'endettait auprès de la Banque centrale pour payer les salaires des gens. Ça c'est mauvais. Mais on peut garder l'assiette fiscale que nous avons pour nos dépenses courantes, mais les dépenses d'investissement et de développement, le Congo doit développer une politique de financement, c'est-à-dire créer un déficit, c'est-à-dire ne pas faire les budgets en équilibre, où la caisse est petite pour financer les besoins qui demeurent étroits, élargir les besoins de développement. Par exemple, nous pouvons dire on va construire des autoroutes, mais on va s'endetter 20 ans, 30 ans pour construire les autoroutes dans tout le Congo qui seront remboursées pas par les consommateurs en payant. C'est une forme innovative de financement. L'Asie s'est développée par les mécanismes qu'on appelle BTO, c'est-à-dire Build on Transfer, c'est-à-dire
celui qui apporte l'argent construit, c'est un endettement, opère pour se faire rembourser. Les aéroports modernes se construisent comme ça. Toutes les grandes infrastructures se construisent par ces systèmes de partenariat public-privé. On doit développer ce genre de choses. J'ai toujours l'habitude de dire, utiliser les actifs que nous avons pour chercher l'argent. Hein? Nous avons des actifs miniers, forestiers, que nous pouvons gager. On l'a fait avec le contrat chinois, on peut le faire autrement avec d'autres secteurs où on nous prêterait beaucoup d'argent pour financer le développement. C'est de cette manière qu'on peut atteindre l'émergence en 2030. Alors, dans votre ouvrage que vous avez écrit en 2010, Examen des politiques commerciales, République démocratique du Congo 2010, vous dites ceci dans votre paragraphe 137. Selon la FEC, l'environnement des affaires reste globalement très difficile. Parmi les facteurs qui rendent l'environnement particulièrement hostile, la FEC cite une fiscalité foisonnante, complexe et peu transparente, prélevée par une multitude d'organismes à tous les niveaux. FMI en a dénombré plus de 900, écrivez-vous, avec souvent une interprétation discrétionnaire de la part des agents de l'État, etc., etc. Je ne vais pas jusqu'à la fin, mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Il y a un peu de l'amélioration, parce qu'on avait reçu une liste, seulement à la douane, par exemple, il y avait 117 taxes prélevées à la frontière. On est revenu, on a accompagné les gouvernements, ils sont autour de 40. Bon, ça demeure beaucoup, mais on a quand même supprimé beaucoup. Mais la FEC... Mais est-ce que c'est suffisant, cette Non, suppression? c'est pas suffisant, parce que la FEC qu'on a raconté se disent, non, on a seulement délocalisé les taxes. Les taxes qui étaient perçues par le pouvoir central se perçoivent maintenant par les pouvoirs provinciaux, provincial. C'est que les tracasseries demeurent. Alors ça pose un problème. Pour ce qui est des cas de taxation excessive au Congo, pas seulement ces taxes étaient illégales, parce que le Congo a informé ses partenaires qu'à la douane, il y avait seulement les droits de douane et il n'y avait pas d'autres taxes. Mais on se retrouve avec les droits de douane, plus une centaine de taxes. Bon, on a réduit ces centaines de taxes à 40. L'idéal serait d'englober par exemple toutes ces taxes à un taux unique et l'État redistribuerait. Comme ça, l'opérateur économique saurait, je paye une seule taxe, disons de 30%. Pour l'ensemble... Pour l'ensemble, je n'ai plus de tracasserie et l'État va redistribuer maintenant à tous ces secteurs émanateurs de la taxation. Alors, on va terminer par là très rapidement. En deux petits mots, dites-nous, professeur Faustin, d'aucuns pensent que lorsqu'on voit dans un pays des bâtiments poussés, ainsi de suite, tout récemment, le gouvernement vient de construire le nouvel hôtel du gouvernement qu'on appelle le bâtiment intelligent. Est-ce que le choix de soulever, d'élever ce bâtiment-là par rapport à l'environnement économique actuel était-il opportun? Bon, vous savez, il faut toujours féliciter quand il y a des constructions. Ce n'est pas mauvais de construire, c'est quelque chose qui va rester au pays. Mais il y a des priorités. Quand je me suis permis, par exemple, de passer à la fonction publique. Ces grands immeubles ressemblent à un hôpital abandonné. Et vous vous sentez déprimé de travailler dans les conditions pareilles. Vous ne pouvez pas demander à ces gens d'être performants quand ils travaillent dans des conditions pareilles. Je ne sais pas si vous avez été à la fonction publique. Tout à fait, oui. Je passe de temps en temps par là. J'avais vu même un ministre a inauguré une toilette parce qu'il n'y avait pas de toilette. Bon, je crois que c'est question des priorités. Nous saluons cet immeuble, mais qui a coûté 41 millions. Mais je pense avec 10 millions, on allait puis d'abord rétablir tous les bâtiments des administrations de la fonction publique en face existants. 10 millions. Et on aurait pu, avec les 30 qui restent,
construire la cité du gouvernement. La localisation aussi pose un problème. Nos villes ne sont pas fonctionnelles. Quand vous regardez, par exemple, à partir de 17h, toute la Gombe est morte. Les activités finissent. Quand est-ce qu'on peut rentabiliser un bâtiment pareil? On ne peut pas rentabiliser. Il aurait fallu, par exemple, certains ministères se retrouver à la cité, hein, dans la masse, et continuer à revivre. Et par exemple, le ministère de la Jeunesse, le ministère de Sport, voilà. Même le ministère de la Fonction publique. Voilà. Tu savais, à l'époque, la cité coloniale, on quittait la cité pour travailler à Kalina. Maintenant, on quitte la cité pour travailler à la Gombe, à l'État. Il faut essayer de repenser dans la globalité. L'économie congolaise, c'est une économie en réforme qui nécessite d'être accompagnée, mais il faut qu'elle devienne de plus en plus inclusive. Et là, la population pourrait commencer à sentir qu'il y a amélioration de ses conditions de vie. De tout cœur, je vous remercie, professeur Faustin Luanga, d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Et tout Congo Web est honoré de temps en temps quand vous venez pour partager avec nous vos analyses et même vos critiques constructives, par ailleurs, par rapport à l'avancement de la nation, de l'État. Nous aurions souhaité même avoir avec vous une émission à caractère politique, parce que vous avez participé aux concertations nationales 2 ans après, comme si rien n'avait été fait, et aujourd'hui, on parle dialogue. En 2 mots, et on termine complètement cette émission. Et vous savez, Luc, quand j'ai participé à ton émission, j'avais dit quelque chose. La bonne chose des concertations, les textes à prévu, je vous avais dit, les recommandations, on les aura. On les a eues, et de très bonne qualité. Mais les recommandations ne font pas un succès. Ce qui font un succès, c'est la mise en œuvre de ces recommandations. Et les textes avaient prévu qui allait mettre en œuvre ces recommandations. Le président de la République, le président des 2 chambres, les gouvernements. Et on sait où on en est. Ces recommandations ne sont pas mises en œuvre. Qu'est-ce qui fait la différence maintenant des concertations au dialogue? Ça sera la même chose. Est-ce que la capacité de mise en œuvre ont changé? Les motifs poussant à la mise en œuvre ont-ils changé? Je crois que ça appartient à ceux qui ont la capacité et le pouvoir de mettre en œuvre les recommandations. Si la politique du Congo devait changer, on doit commencer à décider et à mettre en œuvre ce dont on a discuté. De tout cœur, moi ainsi que toute mon équipe, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaitons plein succès dans ce que vous faites au sein de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en Suisse. Et déjà, nous anticipons de vous souhaiter bon retour à Genève ensuite. Merci. Merci. Merci beaucoup. Plein succès. Merci.